téléspectateurs, paix à vous. Paix à vous de la part de Dieu, notre Père, source de tout bien. Si nous voulons la paix, il nous faut cultiver des valeurs humaines, des valeurs religieuses. On ne récolte que ce qu'on a semé, dit-on. On ne récolte que ce qu'on a semé. C'est pourquoi l'Église catholique tient en estime sa présence dans le milieu scolaire. En effet, pour l'Église, l'enseignement catholique véhicule des valeurs humaines, des valeurs religieuses, véhicule le savoir-vivre ensemble, fraternellement, entre des élèves de caractères différents, de religions différentes et de coutumes différentes. Voilà pourquoi l'Église ne cesse d'interpeller, de s'interroger, de se mettre aussi en garde. En somme, l'enseignement catholique s'évertue à éveiller chez l'élève, chez l'étudiant, cette voix intérieure au cœur de tout homme. Cette voix intérieure qui commande à l'homme d'accomplir le bien. En somme, l'Église catholique s'évertue à éveiller chez l'homme, chez l'élève, chez l'étudiant, la voix intérieure dans le cœur de chaque homme, de chaque femme. Cette voix intérieure qui nous commande à faire le bien et à éviter le mal. Fidèle à cette mission, le Collège du Sacré-Cœur de Dakar a bien marqué la Journée internationale de paix et de tolérance. C'était le 16 novembre 2024. Votre émission Parole, Vie et Foi y était. Elle vous fait écho. Suivons. C'est un plaisir, chères autorités administratives, civiles, militaires, monsieur l'imam, monsieur le commissaire Fall, chers élèves, aujourd'hui nous sommes réunis pour célébrer la Journée internationale de la tolérance et de la paix. En effet, vous conviendrez avec moi que les religions révélées prônent la tolérance et la paix, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Pour ne citer que la Bible, le commandement de l'amour, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Jean 13, 34. À la question des pharisiens de savoir quel est le premier des commandements, Jésus en donne deux inséparables. Il s'agit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et le second, d'aimer son prochain comme soi-même. Pour vivre en société, dans la cohésion sociale, l'unité et la paix, il convient mieux d'avoir l'esprit ouvert, de véhiculer, de vivre ensemble, d'enseigner la non-violence. Et c'est dans cette perspective que Mère Teresa dit, dans notre famille, nous n'avons pas besoin de bombes et d'armes pour détruire, pour apporter la paix, mais uniquement d'être ensemble, de nous aimer les uns les autres. Voilà. En effet, vu que la tolérance et la paix sont des questions d'éducation, de transmission à la base, alors aujourd'hui,
on doit l'inculquer aux jeunes, car la société de demain est entre leurs mains, et entre vos mains, vous qui êtes là. Dans notre projet éducatif, l'éducation aux valeurs occupe une place importante. Nous ne croyons pas que nos parents d'élèves inscrivent leurs enfants dans notre établissement uniquement pour acquérir un savoir et réussir aux examens. Mais bien sûr, nous sommes fiers de nos résultats scolaires de 2024. 94% au bac avec 130 mentions, dont 2 mentions très bien, 25 mentions bien, 103 mentions assez bien. 92,4% au BFM, 98,87% au CFE et 98,45% à l'entrée en 6e. Mais nous nous soucions surtout du citoyen de demain que sera notre élève aujourd'hui. Vous, élèves aujourd'hui, vous serez citoyens demain. On s'en soucie. Je dis souvent aux élèves que certaines de nos connaissances qu'ils apprennent aujourd'hui, on va les oublier. Moi, je me souviens, en classe de 4e, on apprenait les États de toutes les capitales des États américains. Vous pensez que je me souviens de la capitale du Nebraska? Non. J'ai oublié des choses qu'on apprend. C'est vrai, il faut les apprendre dans le programme, mais après, on oublie certaines notions. Mais les valeurs que nous voulons vous inculquer, il ne faut pas les oublier. Et nous croyons que vous n'allez pas les oublier. Et ça fera la différence demain dans votre vie professionnelle et familiale. Je me souviens du témoignage d'une élève des classes préparatoires. On avait fait l'ouverture officielle des classes préparatoires. Et l'élève qui a fait les 5 ans de cours d'ingénieur, qui travaille maintenant, est venu nous dire ce qu'elle retient des classes préparatoires ici, c'est les valeurs qu'elle a apprises, les valeurs qu'on lui a inculquées. C'est pourquoi l'éducation aux valeurs a une grande importance dans notre quotidien. Le vivre ensemble doit attirer notre attention. Il est normal d'avoir des mésententes et des désaccords, mais nous ne devons jamais les régler par la violence. Il faut accepter l'autre comme une personne différente et œuvrer avec elle pour la société de demain. Permettez-moi de citer quelques extraits de notre thème d'année pour illustrer ce que je veux dire. Notre thème d'année, c'est « Dans le respect, je m'engage et j'agis avec responsabilité ». Dans le respect, on a dit qu'il faut respecter les personnes et l'environnement en tout temps, qu'il faut agir de manière sécuritaire pour soi et pour les autres, qu'il faut s'exprimer avec calme et politesse, sans violence physique ni forme d'intimidation, qu'il faut écouter et respecter les consignes, respecter le matériel, respecter l'environnement, et qu'en cas de conflit, savoir aviser un adulte. Les visées éducatives de ça, c'est de garder un milieu de vie sain, sécuritaire et agréable au cours Sacré-Cœur, de développer des relations interpersonnelles saines et adéquates pour favoriser le mieux-être et le développement. Dans l'engagement, il faut adopter des comportements favorisant l'épanouissement et le développement personnel. Il faut développer de saines habitudes favorisant une estime de soi positive et des meilleures habiletés personnelles, scolaires et sociales. Dans la responsabilisation, il faut prendre ses responsabilités pour acquérir une plus grande autonomie. On souhaite que demain, vous soyez des adultes autonomes. Pour ça, il faut prendre des initiatives. Il faut être capable d'arriver à l'heure, de suivre le travail qu'on nous demande de faire. Il faut aussi accepter ses erreurs et assumer ses conséquences de ces erreurs. Et il faut développer et acquérir une autonomie responsable. Il faut prendre en main son devenir. C'est votre devenir qui est notre intérêt. Bien sûr, vous apprenez des choses, mais on pense surtout à vous. Demain, vous allez faire quoi dans la société? Votre devenir. Vous serez des cadres. Beaucoup d'anciens élèves du Sacré-Cœur ici viennent de temps en temps et on les voit, ils occupent des postes importants dans beaucoup de secteurs de la société. Demain, il sera la même chose pour vous. Donc pour ça, il faut développer une responsabilisation de soi. L'opportunité m'est donnée d'assister à l'ouverture de la Journée internationale de la tolérance et de la paix qu'abrite aujourd'hui le collège Sacré-Cœur
Je profite vivement de cette occasion pour féliciter les initiateurs et les organisateurs de cette journée et du choix du thème qui a été retenu et qui vient aussi juste à son heure, qui est loin d'être un sujet tabou et nous interpelle tous. Les panélistes qui auront à prendre la parole tout à l'heure vont nous développer et nous décortiquer les deux sujets retenus et vont nous éclairer et nous orienter au sortir de cette journée. Que nous en soyons enrichis en de bonnes idées. Et que notre amour pour la paix, et si tous les élèves que compte la nation sénégalaise organisaient ces journées comme le 16 novembre, notre pays serait mieux organisé. Notre ordre de mission commun, qui nous interpelle tous, d'être de fervents croyants, car le monde entier traverse des moments difficiles, secoués par un vent de phénomènes non contrôlés où personne n'est épargné. Chers amis croyants, l'heure est grave. Ayons le sens de la mesure de réflexion de ce qui nous arrive et que nous traversons actuellement. Privilégions le respect et le civisme, le dialogue, tout en épousant les lois et règlements des institutions de notre pays et de notre foi de croyants en Dieu, seul maître du temps et de l'histoire pour un bon vivre ensemble. Soyons généreux en bonne parole de Dieu et que nos religions nous ont enseigné en tant qu'êtres humains responsables de nos actes, faits et gestes. Trouvons solution à toutes les situations en tout moment. Parlons-nous. N'hésitons pas à échanger dans un dialogue fécond, de bonne intention et de confiance mutuelle. Nous sommes tous des frères et des sœurs d'égale dignité. La violence, sous ses formes anciennes ou nouvelles, quelle que soit son originalité, restera toujours être dévastatrice. Un frein à notre économie peut même causer des morts d'hommes en engendrant que des remords et regrets. Nous devons être solidaires de notre nation, de ses joies et espoirs, de ses tristesses et angoisses. Prions le bon Dieu, seul maître du temps et de l'univers, de nous guider et de nous assister en nous donnant la paix en abondance pour un meilleur vivre ensemble. Nous attendons avec impatience les résolutions qui vont en sortir de ces travaux pour que nous soyons orientés et guidés et épouser une nouvelle vie pour le monde entier. Je suis très heureux, mais surtout honoré d'être là ce matin. Donc, dans le cadre de cette session de partage, parce que je considère que nous sommes là pour partager d'abord. Mais à l'entame de mon propos, Monsieur le Directeur, permettez-moi de vous transmettre les salutations de Monsieur le Directeur général de la Police nationale, qui, au-delà d'autoriser ma participation à ce panel, souhaite en tout cas plein succès aux travaux de ce matin et à la deuxième édition de cette journée mondiale que vous organisez. Il mesure l'importance de partager avec nos jeunes ces valeurs de paix et de tolérance. Aussi, je réitère mes salutations à mes copanélistes. Je réitère aussi que je suis là pour co-construire et pour réfléchir ensemble avec mes jeunes camarades, si je peux les appeler ainsi, car il n'y a pas de monopole de la vérité. Donc, ceci dit, permettez-moi d'entrer carrément dans le vif du sujet. Donc, il s'agit de réfléchir avec vous par rapport à la montée fulgurante de la violence chez les jeunes. Tout d'abord, question de méthodologie. Je souhaiterais qu'on ait peut-être une compréhension commune de certains termes de cette thématique. Le premier, c'est la violence. Donc le terme peut-être
central ou l'un des termes les plus importants de cette thématique, c'est la violence. Qu'est-ce que nous entendons par violence? Avant de venir sur une tentative de définition, et je vous avoue que je n'aime pas trop les définitions, je souhaite souvent, en tout cas, faire ressortir des caractéristiques qui, lorsqu'elles sont réunies dans une situation, on sait qu'on est en présence de la violence, par exemple. Mais il y a une définition de l'Organisation mondiale de la santé que je pourrais partager. Donc, lorsque je parle d'avoir une compréhension commune, c'est par rapport à ça. Mais de façon factuelle, actuellement, quelle est l'actualité brûlante? Tout à l'heure, en m'introduisant, mon ami et frère Moïse Takougan a dit à juste raison que nous sommes très occupés avec, en tout cas, la sécurisation des élections législatives du 17 novembre, anticipées. Et quand on parle d'élections, on parle d'abord de campagne. Donc nous sommes dans la campagne électorale. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette campagne-là de façon négative? Oui. Dans quoi concrètement? Voilà, il y a eu beaucoup de confrontations violentes. Tout le monde a vu récemment dans les réseaux sociaux ce qui s'est passé à Saint-Louis, où des gens sont allés agresser d'honnêtes citoyens jusque dans leur boutique. Ils ne sont pas limités à les blesser physiquement, ce qui est très grave, mais ils sont partis même jusqu'à voler leurs marchandises et les sommes d'argent qui étaient dans les quais. Ça, c'est une forme d'expression de la violence. Donc, cette thématique et cette journée viennent à l'heure. Voilà. Ça, c'est pour toucher du doigt un peu la violence. Hier soir, j'étais au PCO de la police jusqu'à minuit 30. Et vers Guédiawaye, il y a un des camps qui était autour de son feu de joie. Il y a un autre camp qui dépasse en caravane pour balancer des pierres. Ça, c'est une violence que je qualifierais même de gratuite, n'est-ce pas? Il y a eu d'autres échauffourées qui ont été notées. Vous êtes au courant du siège de, je ne sais pas, qui a été, en tout cas, incendié. Et ça, ce sont des choses qui sont pour l'essentiel le fait de jeunes. Donc ça me permet un peu de revenir sur les mots-clés du sujet de la thématique dont je parlais. Violence. Je vais juste lire, hein? Je n'invente rien. Je vais juste lire une définition de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, pour l'Organisation mondiale de la santé, la violence, c'est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Donc cette définition inclut tous les types et toutes les formes de violence. Je vais m'en arrêter là. Je pense que pour approfondir la définition, chacun de vous peut, je mets ça entre guillemets, peut aller googler, comme vous dites, n'est-ce pas? Peut aller faire ses propres recherches dans Google. Ça, c'est le côté violence. Maintenant, on nous parle de la jeunesse aussi. Qui est jeune? Donc, par rapport à l'âge, quand est-ce qu'on considère qu'une personne est jeune ou pas? À votre avis, qui a un avis sur ça? Qui est jeune? Qui est jeune, qui est adulte? Qui est jeune? On est jeune de quel âge jusqu'à quel âge, à votre avis? 20? 25 ans? 35 ans? Comment? 25, ok. 35, voilà. Donc je disais tout à l'heure que rien n'est figé. Vous irez dans certaines entités, ils vont vous dire, par exemple l'OMS va vous dire que les jeunes, ce sont les personnes comprises entre la tranche d'âge de 10 à 29 ans. Vous allez ailleurs, les gens vont considérer que le jeune, c'est jusqu'à 35 ans. On a toujours vu ce débat-là au Sénégal, surtout
au niveau des associations et autres, que ce soit des associations politiques, sportives, quand on dit que ça c'est une commission jeunesse, les gens considèrent qu'au-delà de 35 ans, vous devez céder la place. Donc on peut peut-être tomber d'accord sur le fait qu'on est jeune jusqu'à 35 ans. On peut, je dis bien, hein? Voilà, on aurait pu voter si le temps nous permet, mais bon, je sais qu'on n'aura pas de temps pour se faire. Maintenant, donc aujourd'hui, au Sénégal, cette catégorie-là, qui est dans ces eaux entre 10, 20, 30 ans plus ou moins, est violent. Ça, je vous ai montré tout à l'heure l'exemple par rapport aux situations politiques, mais on peut toucher du doigt le même phénomène dans d'autres domaines. Dans le domaine du sport, les navétanes, n'est-ce pas? La lutte, tous ceux qui habitent autour des stades ne sont plus tranquilles s'il y a voilà, une séance de lutte entre des ténors, surtout qui habitent dans certains quartiers de Dakar. Tout ça témoigne quand même de cette montée-là de la violence. Donc, à ce niveau, je pense que nous sommes tous d'accord pour reconnaître que c'est une réalité, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Qui n'est pas d'avis qu'il y a une montée réelle de la violence aujourd'hui dans notre pays? Donc, nous sommes d'accord sur ce point. Maintenant, après ce point de situation-là, je ne vais pas revenir sur les formes de violence, ou peut-être brièvement, on peut avoir de l'intimidation. Cette intimidation-là peut être faite de façon physique, donc, ou, à part la violence physique, quelle autre violence vous connaissez et qui est très prégnante? Comment? Mentale, oui, mais je dis de façon physique, ça dit que je vous ai face à face, ou vous m'avez je vous violente, oui. Hein? Verbal, oui, oui, mais tout ça c'est, vous m'avez de face. Mais je veux faire allusion à la violence en ligne. En ligne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de violence à travers les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est une forme de violence à ne pas négliger. Donc, en termes d'intimidation, on a les intimidations faites directement, donc de personne à personne, ou via les outils, via les réseaux sociaux. Il y a les altercations physiques, il y a les agressions de toutes sortes, notamment les agressions sexuelles. Il y a les violences liées aux gangs. Bon, à ce niveau, notre pays est relativement épargné, je dis bien relativement, comparaison faite peut-être avec d'autres pays où la violence des gangs a fini de gangréner un peu la société. Voilà. Vous avez vu ce qui se passe actuellement dans quel pays du monde où les gangs ont quasiment pris le contrôle? En Haïti. Voilà. Voilà, il y a aussi d'autres qui, il y a les homicides, les harcèlements et tout, les abus de toutes sortes. Maintenant, ces violences-là, naturellement, ont des conséquences sur les jeunes. Et ces conséquences, à votre avis, elles sont positives ou négatives? Naturellement. Donc, par rapport à ces conséquences, donc du plus peut-être grave au moins grave, on peut avoir des décès, on peut avoir des traumatismes de toutes sortes, on peut avoir des handicaps. Voilà, on peut avoir aussi des conséquences à long terme sur la santé. Voilà, mais aussi, il y a des conséquences sur le plan psychique, sur le plan mental. Il y a l'augmentation des comportements à risque. Voilà, il y a les risques de maladies chroniques. Mais il y a d'autres conséquences. Nous sommes dans un établissement scolaire. Il y a les risques de décrochage scolaire qui sont, en tout cas, générés par ces violences. Il y a aussi des effets négatifs, même sur le développement cognitif des jeunes. Voilà. Maintenant, à côté, on peut parler des effets négatifs sur même la communauté. Parce que les jeunes qui sont victimes de violences ont peut-être tendance à ne plus être productifs, n'est-ce pas? Et si on dépasse ces éléments-là, on peut parler aussi des effets négatifs sur l'économie. Voilà, un jeune qui est blessé gravement, il est pris en charge. Et ça a un coût. Lorsque des jeunes
se battent ou font preuve de violence, souvent, la société réagit. La réaction de la société, c'est quoi? Soit on les prend en charge sur le plan purement social avec des entités spécialisées, soit on peut aller même jusqu'à les traduire en justice. Mais tout ça, ça a un coût, n'est-ce pas? Dont on aurait dû se passer des moyens qu'on aurait pu déployer ailleurs. Voilà, je ne vais pas revenir sur l'ampleur de la violence chez les jeunes au Sénégal. Nous avons un peu fait le tour de la question. Maintenant, pourquoi donc il y a cette violence? À votre avis, pourquoi les jeunes sont violents aujourd'hui? Je veux peut-être 2 à 3 réponses. Oui. Vous avez parfaitement raison. Vous touchez du doigt, en tout cas, une des raisons les plus importantes. Pourquoi à cause de la pauvreté? Parce qu'on se rend compte que le taux de violence entre les jeunes n'est pas le même, n'est-ce pas? La prégnance de la violence entre les jeunes n'est pas la même entre les différentes zones. Selon qu'on est dans une zone où les gens sont très pauvres ou dans une zone où les gens sont quand même un peu nantis. Donc vous avez parfaitement raison, la pauvreté. Oui, une autre raison qui justifie cette montée fulgurante de la violence, il y a aussi, oui, comment? La frustration, oui, si vous voulez. Mais il y a aussi la disponibilité peut-être de certaines substances, l'alcool et les substances psychotropes de façon générale. Quand on parle de substances psychotropes, c'est tout ce qui est drogue, n'est-ce pas? Vous avez le cannabis, vous avez la méthamphétamine, vous avez une multitude de qui. D'ailleurs, les délinquants qui créent souvent, en tout cas rivalisent d'ingéniosité. Aujourd'hui, on a beaucoup de drogues de synthèse. Et l'usage de ces produits-là, en tout cas, pousse souvent les jeunes à plus s'adonner à la violence. En dehors de ça, il y a aussi peut-être la disponibilité des armes. En tout cas, soyons d'accord sur une chose, même sans armes, il y a la violence. On a parlé tout à l'heure de la violence verbale, on a parlé de la violence physique, même sans armes. On peut violenter quelqu'un avec, voilà, ses mains, ses pieds et tout. Mais la violence qui crée plus de dégâts, c'est celle avec les armes. Donc, un jeune qui est en possession d'une arme à feu, un jeune qui est en possession d'un couteau, d'une machette, un jeune qui est en possession d'une bombe asphyxiante, pompe à gaz, mais va faire plus de dégâts qu'un jeune peut-être qui est prêt à découdre, mais qui n'a que ses membres, voilà, pour se battre. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc par rapport à ça, on est revenu sur les causes avec vous. Voilà, vous avez parlé de pauvreté, effectivement, inégalité des revenus. Il y a l'évolution démographique, oui. Comment? L'envie de faire quoi? La jalousie, le fait d'envier autrui. Oui, ça aussi, c'est une chose. D'où l'importance peut-être de ce panel. Je pense que je vais laisser l'opportunité aux sages qui sont avec moi de vous entretenir davantage de ça. Je sais qu'ils ont plus de bagages et qu'ils vont vous donner quelques pistes de solutions. L'évolution démographique et les changements rapides qu'on voit et qui ne sont pas accompagnés des mesures qu'il faut dans certaines zones, n'est-ce pas? Faible niveau de protection sociale. J'ai dit tout à l'heure que certains jeunes qui sont violents ou autres sont pris en compte par certaines entités spécialisées. Mais je vais y revenir tout à l'heure au moment de voir un peu les solutions mises en place par l'État, les pouvoirs publics, n'est-ce pas? Donc, on a déjà parlé de l'accessibilité de l'alcool et des substances psychotropes, de la circulation incontrôlée des armes. Donc, par rapport aux solutions, si vous voulez, je vais venir par rapport aux solutions. On a listé un certain nombre de problèmes. Quand on vous dit, par exemple, pauvreté, quelles sont les solutions envisageables? Quelles sont les solutions
que vous voyez, en tout cas, qui pourrait permettre de... Voilà. Oui. Oui, ok. Oui. Une meilleure... Oui, diminuer, ok. Oui. Voilà, donc moi, je pourrais peut-être englober ça sous un terme générique. Je vais parler d'une meilleure gouvernance. Je pense que la société, l'État, les pouvoirs publics ont une responsabilité, c'est de créer les conditions pour que les jeunes s'épanouissent. Et ça passe d'abord par une meilleure gouvernance. Quand on dit meilleure gouvernance, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dedans. Voilà, parce que vous n'êtes pas sans savoir. Par exemple, dans les nouveaux référentiels, les autorités parlent de gouvernance des ressources humaines, plutôt des ressources naturelles, qui pourraient permettre que chaque citoyen, en tout cas, ressente un peu les retombées de cette... Voilà. Merci. Donc, gouvernance des ressources naturelles, afin que chaque citoyen ressente à son niveau les retombées. Donc, ça pourrait peut-être aider à un peu combattre la pauvreté. On a dit tout à l'heure que c'est une des causes de la violence. Voilà, maintenant, par rapport à ces solutions, moi je pense qu'on peut les organiser et les classer dans deux catégories. Il y a des solutions conjoncturelles et il y a des solutions structurelles, n'est-ce pas? Et au titre de ces solutions structurelles, j'ai parlé tout à l'heure de l'amélioration de la gouvernance. Mais pour les solutions conjoncturelles maintenant, c'est là où, par exemple, la police nationale peut intervenir, n'est-ce pas? C'est là où d'autres entités peuvent intervenir. S'il y a un cas de violence ici à l'école, la direction ne pourra que constater déjà. Parce que, peut-être, entre guillemets, le mal est déjà fait. Mais on ne va pas se résoudre à ça. Certainement que les autorités de l'établissement vont prendre les mesures afin que cela ne se répète pas. Parmi ces mesures, en fonction de la gravité, il y a une panoplie de solutions possibles. Voilà. Donc ça, ce sont les solutions conjoncturelles. Tout de suite sur le terrain, on va essayer de canaliser la violence, on va essayer de mettre en place des stratégies tout de suite. Mais sur le plan purement structurel, on est plus dans le global. Et là-bas, il nous faut une approche holistique. Tous les pans de la société ont leur rôle à jouer pour, en tout cas, prévenir ces violences. Aujourd'hui, le jeune qui a des comportements violents, ou en tout cas qui a une propension à se comporter de façon violente, on doit être en mesure de détecter cela de façon précoce et de l'accompagner. Il y a des traitements pour lui permettre peut-être de changer d'attitude, d'avoir un meilleur caractère. Quand je dis que toute la société a son rôle à jouer, l'imam et tous les religieux ont le rôle à jouer. Parce que ce sont des gens qui, au quotidien, sont dans notre quotidien. Ils nous accueillent à la mosquée, à l'église. Ils parlent avec nous. Et c'est important. Les organisations internationales, l'UNESCO, a un rôle à jouer, peut-être à un certain niveau, en accompagnant les acteurs, en accompagnant les populations. L'État a son rôle à jouer. Quand j'ai parlé des imams, des prêtres et autres là, j'ai parlé de la communauté à la base, plus ou moins. C'est valable pour le chef de quartier, c'est valable pour le maire, c'est valable pour tous ces acteurs au niveau communautaire. L'administration, n'en parlons pas. Le gouverneur a son rôle à jouer à son niveau, le préfet, voilà, tous les services de l'État. Vous avez l'AMO qui se charge des enfants, en tout cas en situation difficile. Vous avez certaines structures où ces enfants, parce que ces enfants-là, par exemple, même s'ils commettent des violences, pas ces enfants, les jeunes d'un certain âge, j'avais donné un peu une fourchette, mais les jeunes d'un certain âge, même s'ils commettent certains types de violences assez graves, on ne va pas les mettre avec les adultes. Ça risque d'aggraver leur cas, parce que ces adultes, souvent, sont des adultes qui ont eu des comportements déviants, qui les ont amenés, par exemple, à la police ou en prison. À la police, par exemple, moi, je suis tenu
si je prends un jeune d'un certain âge, de le mettre dans une cellule séparée des adultes. Ça, c'est une forme de protection. En prison aussi, on ne va pas mettre les jeunes d'un certain âge avec les autres. On ne va pas entrer dans les questions de minorité, d'irresponsabilité pénale de tel. Ce n'est pas peut-être le propos pour aujourd'hui. Mais quand même, pour un peu, en tout cas, conclure par rapport à ma prise de parole et par rapport à ces solutions, je vais juste vous dire que la tolérance et la paix, ça nous interpelle tous. Chacun de nous a un rôle à jouer pour qu'on puisse ensemble construire la paix et la tolérance. Et l'une des choses les plus importantes, c'est qu'on accepte, chacun de nous accepte l'autre comme il est, parce que chacun de nous voudrait qu'on l'accepte comme il est lui-même. Voilà, et qu'on sache que personne n'a le monopole de la vérité, comme je disais, ou une autre forme de monopole. Ça, c'est l'acceptation de l'autre. Je pense que mon ami Moïse, en introduisant tout à l'heure le panel, avait soulevé bien à propos que votre établissement préférait parler de l'acceptation de l'autre que de tolérance. Et c'est très important, moi, je pense, d'être précis sur les concepts. Et ça lève beaucoup d'ambiguïté. L'acte constitutif de l'UNESCO dit « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes qu'il faut élever les défenses de la paix. » Je vais le redire. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes qu'il faut élever les défenses de la paix. Je pense que cela plante un peu le décor du genre de contribution que nous pouvons apporter lorsque nous sommes invités à ce genre d'événement. Ils sont en train de sortir, mais je voulais les remercier d'ailleurs, parce qu'en suivant les 2 chansons qu'on nous a proposées, la chorale, j'ai entendu la plupart des mots-clés que j'ai notés pour cet échange avec vous ce matin. La plupart des mots-clés sur lesquels j'aimerais qu'on échange ont été prononcés à travers les chants que nous avons eus. Parce que notre mandat à l'UNESCO, c'est la promotion de la paix. Notre mandat à l'UNESCO est donc un mandat de prévention. Parce que vous voyez très bien ce que les organisateurs ont fait. Ils ont invité, j'ai ici à ma droite, quelqu'un qui représente les forces de l'ordre. Eux, ils ont une intervention plus directe lorsque le problème se pose de violence, de conflit. Ils peuvent agir directement. Ils peuvent soustraire l'élément qui est l'auteur d'une violence, d'un conflit, d'une bagarre. Ils peuvent le mettre à l'abri, ils peuvent l'arrêter. L'UNESCO n'a pas ce genre de mandat. Notre mandat se situe largement en amont. Notre mandat est un mandat d'éducation. Je vais peut-être boire. Notre mandat, excusez-moi, comme je le disais, c'est un mandat de prévention à travers les domaines qui sont les nôtres. L'éducation, principalement. Qui sait quand même ce que c'est que l'UNESCO? C'est l'Organisation des Nations Unies pour... Non, une personne, s'il vous plaît. Une fille. Une fille, là? C'est quoi l'UNESCO? Oh, mais quand même, en première, si vous ne me le dites pas, je serai très déçue. Ah, allez-y. Ah, mais vous avez... Non, encore. Mettez dans l'ordre. UNESCO, mettez les mots dans l'ordre. Allez-y. Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et l'éducation. Ok. Oui. Un garçon?
Aucun garçon ne sait ce que c'est que l'UNESCO? Organisation des Nations Unies pour la culture, la science et l'éducation. Ok. On a une deuxième fille. Ah, mais je serais très déçue si vous ne savez pas ce que c'est que l'UNESCO. Pour l'éducation, la science, la culture et l'organisation. Oui, allez-y. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ah, voilà. Bon, je sais pourquoi les autres ont un tout petit peu confondu. C'est parce que c'est en anglais, en fait. Mais je suis sûre que beaucoup de gens ici le savent en anglais. C'est pour ça qu'ils ont eu un peu de mal, parce que je leur posais la question en français. Je suis convaincue que vous tous, vous le savez. Voilà, donc, on continue. On a donc vu l'acte constitutif de l'UNESCO, comme je vous disais, qui est la prévention des conflits, la prévention des violences, la prévention des guerres. Et l'acte constitutif de l'UNESCO place l'être humain au centre de tout cela. Vous dit que à l'intérieur de chaque être humain peuvent germer des idées de conflit, d'intolérance, de violence et de menaces à la paix. Et qu'il faut donc aider les êtres humains à élever les défenses de la paix. Et les organisateurs nous ont demandé à l'UNESCO d'essayer de nous dire, de réfléchir ensemble, comment pouvons-nous cultiver en chacun d'entre nous ici un esprit de paix et d'acceptation de l'autre. Nous sommes dans le cadre idéal pour avoir ce genre de discussion parce que nous sommes au sein d'un établissement d'enseignement, d'un établissement qui fait de l'éducation. Moi, je suis une spécialiste des questions d'éducation. Vous connaissez Nelson Mandela? Quand même. Qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer, transformer une société. Donc, je voudrais vous féliciter déjà, chacune et chacun d'entre vous ici, de jouir de votre droit à l'éducation parce qu'entre vos mains, vous avez l'arme la plus puissante pour changer la société sénégalaise et pour changer le monde entier. Qu'est-ce que nous faisons, nous, en éducation à l'UNESCO, qui a donc un rapport avec la paix? Je suis sûre que c'est ce que vous aimeriez me poser comme question. J'ai commencé à y répondre en vous disant, nous avons un mandat de prévention. C'est-à-dire que s'il y a une bagarre ici, dans la salle, l'UNESCO n'a aucun moyen d'intervenir. Il n'y aura jamais de bagarre parce que l'UNESCO est sûr que dans le contenu de l'éducation que vous recevez, à travers vos enseignants, ces valeurs de paix, de tolérance, d'acceptation sont enseignées, sont diffusées. Notre mandat est à différents niveaux. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur cela, monsieur le directeur, mais je vais quand même le dire. Notre mandat est d'abord au niveau des États membres, parce que le Sénégal est un État membre de l'UNESCO. Et au niveau des États membres, les États prennent un certain nombre d'engagements vis-à-vis de l'UNESCO, à travers ce qu'on appelle les recommandations internationales. Je ne vais pas beaucoup insister sur cela, mais vous devez juste savoir que votre pays prend les engagements qui vous concernent. À un niveau inférieur, notre mandat est de soutenir les ministères en charge de l'éducation et de la formation. Dans les pays, il y en a plusieurs. Il peut y avoir un ministère en charge de l'enseignement primaire, secondaire, lycée.
Il peut y avoir un autre ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche. Tous les ministères en charge de l'éducation travaillent avec l'UNESCO parce que nous devons leur donner, leur proposer les outils pour développer des politiques pour assurer l'éducation de qualité au plus grand nombre de citoyens. Nous avons donc aussi un mandat, peut-être de regard, de soutien, d'accompagnement des établissements d'enseignement à un niveau un peu plus bas, où nous pouvons nous assurer que les élèves acquièrent les compétences et les valeurs qui sont promues par l'UNESCO. L'UNESCO a développé un ensemble de thématiques que nous souhaitons que les établissements scolaires reprennent à leur compte à travers les cours qui sont diffusés. Pendant très longtemps, l'UNESCO a parlé de l'éducation au conflit, à la prévention des conflits. Bon, c'est un objectif qui peut être diffusé à travers différents cours. Certains l'appellent des cours de morale, d'autres l'appellent les cours d'instruction civique, d'autres établissements l'appellent peut-être des cours d'éducation à la paix. Il y a différentes dénominations dans différents pays. Mais pour nous, l'idée est que on développe auprès des apprenants des notions et des valeurs de rejet de la violence. Des valeurs capables de leur permettre d'éviter la survenue des conflits. Nous avons un autre programme qu'on appelle la prévention de l'extrémisme violent. Ça va beaucoup intéresser mon voisin. Je ne veux pas beaucoup en parler. Nous avons un autre programme qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté mondiale. Ça, j'aimerais revenir, m'attarder sur celui-là un tout petit peu. Quand moi j'étais en première, j'écoutais énormément la radio. La radio était mon outil vraiment quotidien. Même quand je me lave les dents, j'ai la radio à côté. Pas la télé, parce que la télé m'oblige à m'asseoir pour regarder. Alors qu'avec la radio, je peux être en train de faire autre chose et écouter quand même. Et la radio permet de voyager rapidement dans le monde entier. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que si vous écoutez la radio, d'abord, vous allez voir que le monde ne s'arrête pas au Sénégal. Et comme le disait le commissaire tout à l'heure, le monde est violent. Il y a énormément de cas de violence, de conflits, de guerres qui sont relayés à travers les médias, à travers la radio. Et j'ai envie de vous demander, comme moi, je me posais la question à l'époque, mais est-ce que je suis épargné comme Sénégalais, comme Sénégalaise? Non. Même s'il n'y a pas de violence au Sénégal, vous devez savoir que dès qu'il y a un conflit dans un pays voisin, quel est le pays voisin du Sénégal que vous connaissez? Le Mali? La Gambie? Le Burkina, la Mauritanie? Donc, comme lycéen, vous devez savoir que chaque fois que vous entendez à la radio qu'il y a un conflit dans un pays voisin, vous êtes tout de suite concernés. Parce que je suis sûre que les enseignants vous ont dit que le monde est un village planétaire. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri. S'il y a une guerre qui éclate, on va dire pas au Sénégal, je ne veux pas vous fâcher, mais dans un pays voisin, si ce n'est même pas dans un pays voisin, dans un pays africain, je vais même vous dire, si ce n'est même pas dans un pays africain, que c'est dans un autre continent, vous êtes concernés. Cette guerre-là vous concerne, elle peut arriver chez vous beaucoup plus tôt que vous n'imaginez. C'est pour ça que l'UNESCO développe des programmes intitulés « L'éducation à la citoyenneté mondiale » parce que nous voulons que les citoyens d'aujourd'hui et de demain que vous êtes cultivent les notions qui sont en rapport avec la paix et l'acceptation de l'autre.
Les échanges nous permettront, les questions, si vous en avez, nous permettront d'aller en détail. Mais je disais déjà tout à l'heure que certains des mots-clés ont été chantés par vos camarades tout à l'heure. Les élèves de terminale ou de première que vous êtes doivent avoir des notions sur ce qu'on appelle les discriminations. Je pense que quelqu'un l'a dit dans un mot, en utilisant un terme différent. La discrimination peut créer la violence. Les inégalités sociales, que quelqu'un a appelé la pauvreté, peuvent générer les conflits et la violence. L'absence de justice peut générer les conflits et la violence. L'absence ou le manque d'appréciation de la diversité comme une richesse. Parce que la diversité, la différence, nous, aux Nations Unies, on dit la diversité, mais c'est juste un mot pour dire la différence entre les êtres humains est une richesse, devrait être une richesse. Nous ne pouvons pas tous être les mêmes. Nous ne pouvons pas tous nous ressembler, même physiquement. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes statuts sociaux et économiques, mais nous devons nous accepter. Ces concepts-là sont enseignés. Peut-être pas exactement comme je le dis, mais à travers d'autres appellations. Donc, pour promouvoir la paix et l'acceptation de l'autre, il faut être conscient que oui, on doit aussi quand même avoir quelques valeurs proches avec les concepts démocratiques. La démocratie, le commissaire en parlait tout à l'heure, nous sommes en pleine campagne électorale. La pluralité d'opinions. Les gens peuvent avoir des opinions différentes des autres. Nous devons pouvoir apprécier cela. La pluralité des opinions, la différence des expressions de nos opinions. La justice, j'en parlais. En terminale, je pense que c'est en terminale qu'on apprend le concept du contrat social. Lorsqu'émerge un différend entre deux camarades, entre deux citoyens, nous avons tous accepté le fait que nous avons des structures pour cela. Au sein des familles, lorsqu'émerge un conflit entre les enfants, on peut avoir recours aux parents. Au sein des établissements scolaires, on a les surveillants, on a le corps enseignant, on a la direction. Dans notre société, plus globalement, lorsque les conflits éclatent, on a des structures que l'État a mis en place. Dans les villages même, il y a des instances qui sont en charge de régler les conflits, de promouvoir l'acceptation de l'autre. Pourquoi donc se faire justice tout seul? On n'est pas dans la jungle. C'est dans la jungle que les animaux se font justice à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas toutes les structures que les êtres humains se donnent pour régler les conflits. Je voudrais terminer cette première phase des notions qui peuvent aider à l'acceptation d'autrui, à l'acceptation de la différence, de la pluralité d'opinions, par deux concepts. Je vous disais tout à l'heure, nous, à l'UNESCO, nous souhaitons que vous soyez de bons citoyens au Sénégal, mais aussi de bons citoyens du monde. Vous l'avez déjà certainement appris à travers vos cours ou en écoutant la radio. Il y a un phénomène qui nous concerne tous désormais, quel que soit le pays d'où on vient, qui s'appelle le changement climatique. Vous pouvez me demander tout de suite où est le rapport avec nous. Eh bien, je vais vous dire, le rapport avec vous, c'est les déplacements massifs des populations qui est annoncé dans les prochaines années. Mais je pense que nous y sommes déjà. Quand je dis le déplacement des populations, ça n'a pas besoin d'être d'un pays à l'autre. Ça peut être dans un village. Lorsque nous avons 2 semaines de crue, nous avons des inondations et que tout un quartier est victime
des inondations. Je ne sais pas si vous avez regardé comme moi, où est-ce que ces gens vont aller? En premier lieu, ils peuvent aller rester à l'école. Vous avez vu ça à la télé, non? Oui. Lorsque les familles vont se déplacer, parce qu'elles sont dans le désarroi, elles risquent d'aller occuper, en attendant qu'on trouve une solution, des espaces qui nous sont très utiles. L'église, la mosquée, l'école. Donc nous sommes concernés. Si dans ce quartier-ci, on avait du jour au lendemain 3000 personnes qui sont déplacées après les crues et qu'ils viennent ici, dans cet établissement, vous comprenez que ça va affecter un tout petit peu l'activité normale de cet établissement scolaire. Les déplacements vont nous concerner. Les changements climatiques. Nous devons être les citoyens du monde pour savoir c'est quoi ce phénomène qui n'est peut-être pas encore arrivé chez nous, mais qu'on voit ailleurs. Ce genre de questionnements vont faire naître en nous l'empathie, une valeur dont on a besoin pour tolérer ou accepter les autres. L'empathie, la compréhension. On a quelque chose d'autre qui concerne l'environnement, la gestion des ressources naturelles qui peut être source d'énormes conflits. Si nous décidons de ne pas nous intéresser à cela, eh bien les conséquences, elles, vont nous trouver là où nous sommes. Donc, voilà, pour résumer un peu cette première partie, et j'espère que vous aurez des questions. L'acte constitutif de l'UNESCO, comme je vous ai dit, est déjà un appel à la promotion de la paix et de l'acceptation de l'autre. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Je vous ai dit, Nelson Mandela nous dit, il nous a légué cela, à nous les Africains et au monde, que l'éducation est l'arme la plus puissante pour que nos sociétés se transforment. Normalement, ceux qui transitent par le secteur de l'éducation que vous êtes, devraient donc être des ambassadeurs de la paix, des ambassadeurs de la promotion de la tolérance, des ambassadeurs de la promotion du vivre ensemble pacifique. Et l'UNESCO qui a un mandat à soutenir les États membres, les ministères en charge de l'éducation, la communauté éducative qui est constituée de la direction des écoles, des apprenants, des élèves eux-mêmes et lycéens, mais aussi des parents tout autour de l'école, de la communauté tout autour de l'école. Nous espérons que ces valeurs-là qui sont diffusées à travers les cours qui vous sont donnés infusent ces différentes parties de la communauté éducative. Je vous ai peut-être un tout petit peu confondu avec des notions qui peuvent sembler sophistiquées ou très intellectuelles, telles que l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation à la prévention de l'extrémisme, l'éducation à la prévention des conflits, l'éducation pour la paix. Mais je suis convaincue que les élèves de première peuvent comprendre que, quelle que soit l'appellation qu'on peut donner à travers ces différents programmes que l'UNESCO promeut, on a un seul objectif. On vise l'objectif de mieux vivre ensemble dans la société, l'objectif de célébrer la différence comme une richesse et pas comme une source de conflit, l'objectif de promouvoir la paix au sein des établissements scolaires, dans les familles et dans les communautés. Voilà, merci à vous, les intervenants, merci à vous, élèves et étudiants, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. N'ayons de dette envers personne, si ce n'est l'amour, la paix, la tolérance. Bon dimanche.